Docteur Graletti-Boisvel. Je reviens à la question un peu précédente sur la confusion, pour les populations tout au moins, du militaro-humanitaire. Et ça, c'était toujours un problème important. Je citerai l'Afghanistan, évidemment, mais surtout, par exemple, le Kosovo, où nous étions de Tirana, où on ne pouvait prendre que des hélicoptères militaires. On sortait sur le terrain, nous, les French Doctors, avec des militaires. Et ça, c'est un problème très important qui n'est pas complètement résolu sur la distinction entre, puisque maintenant les militaires font de l'humanitaire, et les ONG font de l'humanitaire, mais neutre. Oui, le CICR aussi. Merci. Grand débat humanitaire-militaire. On ne va pas le refaire aujourd'hui, mais d'un mot peut-être, Ronny, et puis Colin, un mot rapide. Oui, disons, pour ajouter à la complexité ou changer un peu la perspective, on pourrait dire aussi que ce n'est pas les militaires qui se sont mis à faire de l'humanitaire, mais c'est les ONG qui se sont mis à faire nouvellement de l'humanitaire. Après tout, l'ancêtre. Et ça n'est pas juste un rappel pour le goût de la provocation, c'est aussi parce que ça nous permet de comprendre un certain nombre de représentations, y compris d'ailleurs de représentations internes, y compris de certaines façons de faire. Notre ancêtre, dans pas mal de domaines, c'est plutôt la médecine militaire, et y compris dans sa version coloniale et impériale. Et on voit d'ailleurs qu'un certain nombre de nos comportements portent encore l'empreinte, disons, de cette histoire. Donc après tout, que les militaires fassent du secours et qu'on appelle ça humanitaire parce que c'est le mot qui est consacré, ça fait partie de notre environnement familier. Moi, il me semble que le problème commence à se poser de façon particulièrement grave lorsque on n'arrive plus à distinguer non seulement entre les pratiques, mais même entre les discours des uns et des autres. Il y a une sorte de fusion totale entre les positions des uns et des autres, et finalement la seule chose qui nous différencierait, c'est la longueur des cheveux ou la propreté du t-shirt ou que sais-je encore. Là, il y a tout de même un problème. Et moi, dans cette salle et à de nombreuses reprises, je ne me prive pas d'attirer l'attention des ONG sur un certain nombre des objectifs qu'elles affichent, de bonne gouvernance, d'établissement des droits de l'homme, d'installation de l'état de droit et de choses comme ça, qui relèvent de l'intervention politique avec son bras militaire et dont les humanitaires devraient, à mon sens, se tenir à l'écart. Parce que ça contribue non seulement à confondre les uns et les autres dans le paysage, mais même dans nos têtes à nous. Ça nous amène à avoir des positions et donc des pratiques qui sont en fait de plus en plus difficiles à distinguer dans certains pays. Rappelons aussi que ça ne concerne que 3 ou 4 pays sur les plusieurs dizaines de pays dans lesquels nous intervenons. Mais c'est 3 ou 4 pays importants qui posent des problèmes extrêmement sensibles, mais c'est un problème important et limité. Mais je pense que le problème, il est plus chez les ONG que chez les militaires. Alors on va revenir sur la question des pratiques, mais peut-être une réaction du collègue Angot. Ensuite, un deuxième sujet qui va nous ramener au Liban en 1976, et puis on revient sur les pratiques ensuite. Merci à Ronny Broman à cet hommage appuyé. Un hommage paradoxal, hein, il n'y a pas que d'hommage. Une réalité, un rappel historique. Oui. Bon, par essence, les systèmes de soins militaires font, à défaut d'humanitaire, de l'humain. Parce que lorsqu'on a quand même des obligations éthiques clairement établies, il est évident que si on est en soutien d'une force, mais qu'on est face à une urgence médicale qu'elle concerne un ami de la coalition, un ennemi de la coalition ou la population civile, on va intervenir. Donc, de facto, en première intention, in situ, on fait de l'humain. Après, si on a une vision plus macro des choses, très clairement, on fait le distinguo entre des interventions qu'on qualifiera de militaires clairement établies et des interventions qui sont dites humanitaires, où là, il n'y a pas de belligérant. Lorsque l'État français décide de mettre en place une assistance militaire au profit de telle ou telle population, en l'absence de conflictualité, on est clairement intégré dans une opération à visée humanitaire. C'est complètement différent de l'aspect humain ponctuel qu'on va apporter dans une opération militaire. Et
si on a une vision encore plus large, et pour revenir sur ce que disait Ronnie Bourman, la difficulté aujourd'hui de perception, c'est que la stratégie de résolution de crise qui est abordée aujourd'hui, elle s'appelle approche globale. Et l'approche globale, c'est-à-dire que le politique intègre complètement l'action militaire, le volet reconstruction et l'action civilo-militaire. Et donc, le politique, lui, a une approche globale et il utilise ensuite les différents leviers de cette approche globale pour la résolution des crises. Donc, on est condamné, mais sans difficulté et sans état d'âme, à évoluer durablement ensemble. Merci. Alors donc, un clip, Liban, 1976. On va retrouver le docteur Pascal Grelletti, qui à l'époque travaillait pour la Croix-Rouge. Au Liban, rien de nouveau. Comme chaque jour, dès les premières lueurs de l'aube, les canons ont répondu aux mitrailleuses et les obus de mortier aux canons. On meurt au Liban au rythme de 150 à 200 personnes par jour. Les efforts de la Croix-Rouge pour tenter de sauver quelques vies humaines dans ce chaos ont été réduits à néant hier. En effet, au moment où des membres de la Croix-Rouge internationale évacuaient par camion quelques dizaines de blessés du camp palestinien de Tal el-Zatar, des tireurs isolés ont ouvert le feu sur le convoi. Cette dernière évacuation du camp palestinien a été particulièrement dramatique et émouvante. Voici les premières images que nous recevons. Jean-Loup Demilieu. Et la troisième fois, on a réussi, parce qu'on a vu de l'autre côté, miracle, un 300 rouge passé, un 300 rouge de l'autre côté pour la première fois, et on est rentré dans la ville assiégée, et j'ai pu faire évacuer en 3 jours une 70 blessés. Nous sommes 3, il y a Flider, moi là et Tortési. Voilà, nous sommes tous les 3 au milieu d'un champ de ruines. Il y a des cadavres un peu partout et on avance vers le camp palestinien. Et ça, c'est l'émotion, le cœur, d'une façon extraordinaire. Je me dis, je vais recevoir une balle parce qu'il tiraillait encore un peu dans les coins. Pendant 3 jours de suite, plusieurs jours, on a fait le même exercice avec uniquement comme protection la Croix-Rouge. Et de temps en temps, tu te dis un peu, Croix-Rouge, d'accord, mais bon. Au moment où les infirmiers embarquaient un deuxième contingent de 300 blessés, une voiture de la Croix-Rouge qui transportait 2 enfants a été atteinte par des balles. Donc c'est une offensive des chrétiens, des phalangistes chrétiens contre les camps palestiniens qui sont encore en zone à Beyrouth ouest. Donc on voit que rien n'a changé, ou plutôt qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ? De ce point de vue-là, pas grand-chose. Et puis on pourrait remonter sans doute plus loin et retrouver des épisodes identiques et puis se projeter dans le futur. Et on en aura encore. En entendant ça, moi j'ai quelques souvenirs, soit personnels, soit de collectifs de MSF qui me reviennent, des embuscades tendues à des médecins, des attaques de convois. Tout à l'heure, je crois que c'est vous, M. Arnier, qui parliez de Vukovar, le massacre des blessés dans l'hôpital de Vukovar. On avait monté une évacuation, on avait tenté une évacuation, on a pu évacuer la moitié des blessés, mais même notre convoi a été attaqué, enfin plus exactement, il a sauté, on a disposé des mines sur le convoi, il y a eu des blessés, bref. Notre histoire est émaillée de ce genre de choses. C'est un peu l'histoire des passions humaines, ça, plus que l'histoire de l'humanitaire qu'on pourrait raconter là. Côté CICR, M. Arny. Ça reste toujours aussi difficile d'organiser des évacuations à chaud. On le voit aujourd'hui avec la situation en Syrie, où le CICR et le Croissant Rouge syrien essayent d'obtenir un cessez-le-feu quotidien pour sortir des blessés syriens et étrangers de Homs, mais pas seulement de Homs, d'autres villes aussi. On a réussi vendredi dernier, c'est bloqué depuis. Ça reste extrêmement compliqué. Ça, c'est vraiment dans la phase aiguë d'une opération militaire, de parvenir à créer pendant un moment un cessez-le-feu. Ça arrive de temps en temps. Au Liban, c'est arrivé plus souvent qu'en Bosnie ou que dans d'autres conflits, mais c'est toujours extrêmement difficile. C'est vraiment la phase la plus complexe parce qu'il y a des risques de manipulation, il y a des risques
d'attaque pour faire d'une partie contre, par exemple, l'opération militaire, pour faire porter le chapeau à l'autre partie. Ça, c'est assez fréquent. Il y a toutes sortes de risques de politisation aussi. On ne sait pas si pendant ce cessez-le-feu, une intervention étrangère ou une intervention différente pourrait avoir lieu profitant du cessez-le-feu. Enfin, c'est des moments extrêmement, on a tous connu ça, c'est des moments extrêmement tendus qu'il faut très très bien préparer avec l'accord évidemment de toutes les parties au conflit. Dominique Arouadan, vous avez particulièrement étudié, vous, le cas de la Côte d'Ivoire. Oui, mais justement, j'ai proposé à 4 de mes étudiants à l'automne de faire une étude sur ce qui a amené la Côte d'Ivoire à sombrer. Je pense qu'on travaille classiquement pas mal sur la reconstruction, mais un peu moins sur ce qui amène des pays comme ça, phares dans leur région à un moment donné, et le Zimbabwe dans sa région, à progressivement s'effondrer et devenir des pays qui nécessitent finalement une assistance humanitaire. Donc, enfin, tout ça là renvoie à la question de la prévention des conflits en général, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de travaux là-dessus et de réflexion. Comment on aurait pu éviter ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Comment éviter ce qui pourrait se passer demain au Sénégal? Malgré la demande là au Sénégal très claire de personnalités dans les derniers mois qui ont lancé des appels sur RFI et à la communauté internationale en disant aidez-nous à accompagner l'alternance au Sénégal sans que ça soit conflictuel. Bon, après, la question de l'ingérence se pose, mais est-ce qu'elle se pose avant de manière différente de la façon dont la question de l'ingérence se pose une fois que le pays a sombré dans le conflit? Je ne sais pas. Colonel Angot, toujours en réaction donc à ces images de Tal Zatar en 1976, vous avez aussi connu donc des situations de ce type. Sarajevo. C'est vrai que dans ces situations-là, nous, on jouit quand même d'une situation entre guillemets plus privilégiée, puisque système de santé intégré dans un système militaire, on a très rapidement un niveau de protection lors de la prise en charge de nos blessés qui nous permet globalement aujourd'hui de respecter des délais cliniques très satisfaisants. Et je pense que c'est là où il y a un vrai contraste entre l'exercice difficile, voire extrêmement difficile, de la médecine au profit de la population par les humanitaires, et notre exercice de médecine de guerre qui, s'il n'est pas pour autant facile, s'inscrit quand même dans une logique d'effet de protection, d'effet de masse qui est quand même très facilitateur. Aujourd'hui, on arrive à respecter des délais cliniques en Afghanistan avec une prise en charge chirurgicale dans les 2 heures pour la quasi-totalité de nos soldats, et on le doit à la capacité de protection de nos échelons santé. Donc on vit dans ce cadre une existence un peu différente.